Hatred is foolish. Love is wise. Hatred is foolish.
We
Wake up, you lazy people. Put on your heads and realize we can be positive people. Adjust your attitude and rise. We can be more than ever people. More than ever people. More than ever people.
when I tried to roam. Put me by the windows, let me see outside. Look at all the places where all my family died, where all my family died, where all my family died, where all my family died. Leave me by the churchyard, leave me on my own. The storm will come and take me back to my old home. Put me by the window, let me see outside. Look at all the places all my family died, all my family died, all my family died, all my family died. Put me on the train, hey, send me back to my home. Put me on the train, hey, send me back to my home. Put me on the train, hey, send me back to my home. Put me on the train, hey, send me back to my home. Put me on the train, hey, send me back to my home.
Et bonjour à tous, bienvenue à Concept Art. Pour ceux qui sont là depuis déjà 3 jours, on arrive à la fin. Donc voilà, Christophe Rendu ici va nous faire une démonstration de son travail. Il va nous faire un atelier, faire un petit atelier d'une demi-heure, jusqu'à 15h, 15h15. Après quoi, on enchaînera avec Valérie Willam qui fera également un atelier, Valérie qui se trouve là-bas, un atelier de dessin. Donc voilà, je vais donner la parole à Christophe Rendu, qui va vous occuper, je vous fais d'autres blagues. Mais... J'ai rien à faire, ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Rendu, je suis designer depuis 13 ans maintenant. Je travaille dans l'industrie du jeu vidéo, du cinéma et du spectacle. J'ai commencé en tant que designer 2D, je me suis intéressé, ma partie préférée dans la création, c'est dans l'animation, c'est la partie créative en fait, créer des univers. C'est ce qui m'a animé quand j'avais 12 ans et c'est ce qui continue de m'animer aujourd'hui. Et donc, je viens ici pour vous présenter un peu le travail que j'ai fait et partager avec vous, les plus jeunes ou les plus anciens, les différentes techniques qu'on utilise maintenant à la fois dans le jeu vidéo, le cinéma. Et donc voilà, par contre il faut que je connecte mon PC et ce micro fait du bruit. J'ai trouvé! Qu'est-ce que c'est? C'est pour donner un peu de lien. Alors, donc, moi au début j'étais sur papier. J'ai commencé, je vais faire un petit résumé de ma vie. Ça marche mieux là? Voilà. Oui. Je vais tenir la tige. Donc en fait, j'ai commencé en tant que... J'étais à l'école Boulle à Paris, qui est une école où on travaillait... je savais que je voulais travailler dans le dessin. J'avais une mémoire visuelle qui était déjà bien élaborée et du coup, j'ai voulu persister là-dedans. Et au niveau de l'école Boulle, on m'a enseigné plusieurs métiers artistiques, aussi bien du stylisme que de l'architecture, que du design, et puis tous les métiers où le dessin intervenait. Et j'ai fait mon choix, il n'existait pas à l'époque beaucoup d'écoles de jeux vidéo, donc du coup j'ai fait mon choix de partir sur la communication visuelle. Il y avait un BTS qui s'offrait à moi, et donc j'ai commencé à faire de la communication visuelle pour faire de la pub ou analyser l'image, du storyboard et toutes ces différentes industries qui sont en connexion avec le multimédia. Et puis après mon BTS de communication visuelle, j'ai fait une licence en informatique, en communication et en multimédia, qui m'a permis d'apprendre un petit peu la programmation et puis après ça, j'ai travaillé pour des boîtes de jeux vidéo, notamment Callisto. J'ai fait mon stage de fin d'études avec Callisto, qui était un studio qui a fermé depuis. Le jeu vidéo, c'est très fluctuant, évidemment. Il y a beaucoup de studios qui se créent et qui disparaissent. Et puis j'ai eu l'opportunité de travailler sur Arthur et Minimoy chez Europacorp, avec Luc Besson et des designers très expérimentés qui m'ont apporté beaucoup de choses, évidemment. L'avantage de travailler avec une personne comme Luc Besson, c'est que c'est quelqu'un de très fidèle et il travaille avec des artistes qui gardent tout le long de la production. Normalement, un designer, il faut savoir que si les plus jeunes d'entre vous veulent faire ce métier, doit s'attendre à travailler 3 mois en pré-production. Et puis après, le reste de la production, il n'assiste pas à la finition du film. Il est juste là, il a fait la création et puis il s'en va. Il peut suivre évidemment le travail, ce que j'aime bien faire, mais c'est rare qu'un réalisateur ou un producteur dise tu nous accompagnes jusqu'au bout.
Luc Besson faisait ça, il nous employait en tant qu'intermittent du spectacle, c'est un statut qui est beaucoup utilisé dans le cinéma et qui commence à être aussi utilisé dans le jeu vidéo. Il est un peu précaire parce qu'évidemment ça ne nous permet pas forcément de rester longtemps au sein de la prod, ou du moins il faut avoir un vrai climat de confiance entre la direction et puis nous-mêmes. Donc du coup, je suis resté 5 ans chez EuropaCorp et puis j'ai travaillé sur le premier film d'Arthur et après j'ai eu l'opportunité de monter un studio avec Marie-Claude Pietragala. Et on devait faire un film d'animation dans le cadre d'un spectacle qui s'appelait Marco Polo. Et du coup, j'ai fait D'abord, j'avais commencé par faire des designs. Elle cherchait à vendre son spectacle auprès des producteurs. Donc c'est souvent comme ça que commence l'histoire du concept artiste. C'est qu'en fait, il y a un projet qui existe, mais il n'y a pas d'images qui sont associées au projet. Et donc du coup, les producteurs ont envie de pouvoir se projeter dans l'univers. Donc on va créer des images pour qu'ils puissent dire j'y crois ou j'y crois pas. Voilà. Et du coup, j'avais fait des images, ça a plu, et monsieur Pierre Cardin a décidé d'investir sur le projet, de faire du mécénat. Donc c'était un producteur très spécial. Le mécénat ne fonctionne pas comme la production traditionnelle. Et il voulait juste profiter Enfin, nous, on a pu profiter du coup de cette fenêtre pour pouvoir équilibre en termes de création. Et avec Pietragala qui s'occupait de la partie scénographique, il y a eu une vraie collaboration, un vrai échange, et on a pu faire un film d'1h30 qui accompagnait en fait la danse sur scène. Et puis voilà comment a commencé l'histoire du studio qui a été monté à l'époque. Il s'appelle Chrysolide. Et depuis à peu près 2 ans, je suis en freelance. Donc je travaille à mon compte pour ma boîte, pour moi. Et je fais des interventions dans des écoles pour expliquer un peu le travail que je fais. Et à la fois, je continue à travailler sur des projets personnels. Comme j'ai une expérience très pluridisciplinaire, je ne me suis pas arrêté que au dessin. Je pense que la curiosité, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Et donc du coup, je me suis intéressé à d'autres supports comme la 3D. Je vous montrerai quelques éléments. Le dessin traditionnel, le dessin numérique, la 3D, la photo, la vidéo, jusqu'à arriver à faire des cinématiques pour le jeu vidéo ou pour des génériques ou des choses comme ça. Je ne vous montrerai pas tout ça, évidemment, on n'aura pas le temps. Je vois que quelqu'un a fait une jolie tête sur cette broche, c'est un programme que je vais vous présenter. Hier, pour certains d'entre vous, vous avez vu comment les concept artists fonctionnent. Christophe vous a montré ça sur Photoshop. Du coup, je ne voulais pas faire répétition. Enfin, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pas grave, vous aurez l'occasion l'année prochaine de voir comment ça fonctionne. Mais du coup, je vais m'attarder un petit peu sur ZBrush. C'est un programme qui a été fait pour les artistes. La 3D en général, c'est très technique. Donc, on rentre dans des problématiques qui sont complexes. C'est quelque chose à laquelle je me suis intéressé il y a à peu près 5 ans. J'étais rentré sur des programmes comme Maya, 3ds Max, qui sont des programmes justement techniques où il faut créer des personnages avec des faces, donc faire un maillage comme une grille en fait qu'on va appliquer sur le personnage qui est un peu complexe, ça prend du temps et c'est laborieux. Et il y a un créateur qui s'appelle Pixelator qui est aux États-Unis qui a créé le logiciel ZBrush. C'est un logiciel qui fonctionne comme la pâte à modeler, c'est-à-dire qu'en fait, comme un sculpteur, on part d'une sphère et on peut faire des créations, rajouter de la matière, enlever de la matière. Et en design, en fait, l'avantage de ce programme-là, c'est qu'on peut aller très vite. Les producteurs, maintenant, on est dans un monde où l'ère de l'image est très importante et ils ont besoin très rapidement de voir le modèle, de pouvoir tourner autour et en temps réel en fait, en même temps je pourrais très bien discuter avec un producteur et il me dit je veux un nez plus long, je veux des joues plus grosses, je veux des cheveux, pas de cheveux, en 2-3 temps, 3 mouvements, comme nous montre très bien notre ami. On peut modifier le modèle et faire plusieurs versions. Pareil au niveau du choix, on a beaucoup discuté là ces derniers temps entre concept artistes sur la notion du choix, que ce soit le choix dans la vie ou le choix en design, c'est la volonté d'aller à un endroit, à un objectif,
Et c'est pas forcément évident de faire le bon choix. Le producteur se pose la question et on se pose tous la question. Et en réalité, il a fait une coupe à fond. Et cette notion de... en fait, à travers un logiciel comme ZBrush, on va pouvoir mettre en place plusieurs modèles à partir d'une même structure et puis faire un personnage sous plusieurs coutures. Et ça va permettre aux producteurs de tous se projeter, notamment, pourquoi pas maintenant, avec les nouvelles technologies, d'imprimer ce modèle 3D avec une imprimante 3D et lui donner vie complètement, puisque en fait, maintenant, quand je fais des identités visuelles pour des films ou pour des jeux vidéo, je peux venir devant le producteur avec la figurine du modèle que j'ai fait. C'est une technologie qui est en plein essor en ce moment. Il y a encore 10 ans, ça coûtait très cher d'acheter une imprimante 3D. Maintenant, pour le prix d'un bon PC, un PC de geek, pour 2000 et quelques euros, on peut avoir une imprimante 3D et donc donner vie à nos propres créations. Et moi, depuis que j'ai 12 ans, c'est ce que je veux faire. Je veux donner vie à mes propres créations. Donc, c'est un rêve qui devient réalité. On vit une époque fantastique. et donc, les producteurs sont forcément friands de ce genre de choses, puisque quand on arrive avec une bibliographie, ce qu'on appelle une bibliographie, donc c'est les personnages, le décor, et puis une figurine pour montrer le personnage en 3D, il arrive tout de suite à se dire cet univers-là, je m'y vois bien, ou non, je ne m'y vois pas du tout. Ce qui n'est pas grave, dans un cas comme dans l'autre, c'est bien, puisque nous, on a appris quelque chose en le faisant. Et puis c'est juste que le producteur en question, on ne correspond pas au casting. C'est toujours cette problématique. On se demande toujours si ce qu'on fait, c'est beau ou pas beau. La question pour moi n'est pas là. L'important, c'est de le faire. Et donc de se faire plaisir à ce qu'on fait. Et après, de trouver la personne à qui ça parlera. C'est souvent... le beau, pour moi, est déterminé, c'est très personnel, mais c'est déterminé par notre culture. Et une personne qui vit à l'autre bout du monde et qui a d'autres coutumes se fera, par exemple, le summum du beau pour cette personne, ce sera d'avoir des peintures de guerre et de vivre nu dans la forêt, quoi. Alors que pour nous, c'est de vivre en costard-cravate et de bien présenter. C'est une adaptabilité à la culture et à une ouverture d'esprit. Donc en fait, plus vous allez voyager en tant qu'artiste, plus vous allez vous ouvrir aux différents codes culturels et plus vous aurez l'aptitude de vous adresser à un maximum de personnes. Et vous ne serez pas seulement dans le carcan qu'on vous oblige à porter, quoi. Donc voilà, je vais terminer le speech et je vais continuer à parler, mais en montrant des images et en regardant ce que tu es en train de faire. C'est Jean-Denis. Merci Jean-Denis de nous donner la parole d'ailleurs. C'est un vrai plaisir d'être ici. J'ai passé une très bonne soirée hier soir. Je m'en souviendrai toute ma vie. Alors, je vais d'abord vous montrer quelques images du travail que je fais en 2D. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer, c'est un peu à l'improvisation, mais... Donc, par exemple, sur Arthur et les Minimoys, donc c'est le genre d'image que je faisais. C'était des images, en fait, on m'a appelé sur Arthur et les Minimoys parce qu'ils avaient déjà des designers. Il y a notamment Patrice Garcia qui est le créateur, le papa d'Arthur et les Minimoys, et puis trois autres designers principaux qui s'appellent Philippe Rouchier, Nicolas Plotus et Georges Boucher-Laguem, qui sont des designers que j'admire et qui m'ont apporté énormément. Je suis arrivé en soutien avec, il y avait 2 autres amis aussi qui sont venus en soutien, et on travaillait sur la partie marketing. Moi je travaillais sur la partie marketing d'Arthur. On m'a demandé de faire ce qu'on appelle un guide de style. Donc en gros c'est ce qui permet à la production, à la boîte de production, de vendre la licence auprès des différentes marques qui veulent utiliser le nom de Arthur et les Minimoys pour pouvoir l'utiliser par exemple 5 ans. Et donc ils vont payer pour avoir le droit d'utiliser l'image d'Arthur, et ce qui va permettre au film aussi de se financer finalement. Donc du coup j'ai travaillé d'abord sur le guide de style, et puis comme j'avais un bon coup de crayon et que j'avais des connaissances en communication visuelle, on m'a conservé, on a continué le contrat pendant 5 ans, et puis j'ai fait ce qu'on appelle donc des posings du personnage de Arthur. C'était des posings en 2D, à l'époque je dessinais sur papier, mais je commençais à dessiner sur palette graphique. Les dessins que vous voyez là,
C'est des dessins que j'ai fait sur palette graphique en fait. Ces posings ont servi après, ont été récupérés par Buff Company, qui est la société qui a fait les effets spéciaux, et ils ont commencé à faire des posings, à recopier ces posings en 3D. Et puis je récupérais ces posings 3D pour les redessiner, repeindre, puisqu'en fait à l'époque la production du film n'était pas terminée. Et donc c'est des posings qui ont servi après pour tous les produits dérivés. Et c'était un moment intéressant, puisque quand on cherche à montrer l'essence d'un personnage à travers une pose, une position, une attitude, il y a plein de choses à prendre en compte. Là, vous pouvez voir des produits dérivés. Alors ça, il faudra couper au montage. C'était pas prévu. C'est des produits dérivés qui sont ratés. Donc ça arrive que EuropaCorp reçoive ce genre de choses. On dit, c'est pas dessiné, enfin ça ressemble pas trop au dessin. C'est dégueulasse, oui, merci. Et du coup, c'est des produits qui sont jamais sortis. Là, on peut voir Betamesh. Il a été un peu raté. Je vais me prendre un procès, je pense. Et ça, c'était par exemple une recherche pour une couverture de la bande dessinée d'Arthur et Minimoy. Enfin, voilà, ça peut donner une idée. C'est linéaire. Alors voilà, par exemple, là, j'avais fait un premier posing. Et puis, on m'a demandé de rajouter l'épée le long de la jambe. Donc, en fait, c'est juste un dérivé, quoi. C'est ça l'avantage de faire de la peinture numérique, enfin, de la création numérique, c'est que très rapidement, l'original n'existe plus et on peut effacer, modifier, transformer très facilement. Alors, différentes attitudes, voilà, on a fait le tour. Je vais passer maintenant à... Qu'est-ce que je peux montrer ? Après, voilà, j'ai eu des projets avec des comics américains. Ça, c'était une série qui s'appelle Darkness. On est toujours en pourparlers, et puis moi j'ai eu pas mal de boulot, donc j'ai pas eu le temps d'avancer, mais encore une fois, c'est recherche de personnages, c'est la partie création que j'aime bien. Le projet qui m'intéressait parce qu'il était court, et la bande dessinée, pour moi, c'est quelque chose de longue haleine. Il faut avoir beaucoup de volonté pour pouvoir terminer un album de 36 pages ou de 42 pages. Donc du coup, là c'était intéressant parce que c'était avec les Américains et qu'ils ont un format comics et qu'on peut ne faire que 20 pages, un one-shot très court. Et derrière, après, si ça marche, on en fait d'autres, si ça marche pas, on passe à autre chose, quoi. Et donc on avait monté un dossier avec différentes recherches de personnages, d'attitudes. Là, j'utilise à la fois la 2D et un modèle 3D, alors ça ne se voit pas beaucoup, mais en fait, à la base, derrière ce personnage-là, qui est le héros de la bande dessinée, on voit qu'il y a des parties en 3D, les cheveux ont été faits en 2D, donc sur Photoshop. Et ça permet de travailler très rapidement. Là, il y a une partie en noir et blanc et une partie en couleur. Ça, c'était le line-up des personnages. Donc en gros, on présentait sur diverses planches les différents... Enfin voilà, je présentais le personnage, les attitudes, montrais un peu l'univers. Je faisais des recherches de style graphique aussi. Je voulais quelque chose d'assez violent, puisque c'est un comics américain qui est assez violent. Et puis après on envoie un pitch et on essaie de convaincre les éditeurs que le projet est viable. À partir du moment où nous on en est convaincus, c'est déjà beaucoup plus facile, quoi. Et après j'ai travaillé récemment sur un film, il est donc avec un musicien qui s'appelle Mathias Malzieu, qui travaille dans un groupe qui s'appelle Dionysos, et en fait il a à la fois fait un album qui s'appelle La mécanique du cœur, qui est adapté, en fait c'est l'album d'un roman qu'il a écrit. C'est un très beau roman d'ailleurs, et il a plu donc à EuropaCorp ce roman, et Virginie Besson, la femme de Luc Besson, a décidé de produire ce film, et donc ils ont fait appel à une illustratrice qui s'appelle Nicoletta Ciccoli, qui est une italienne, qui faisait des illustrations, et on fait appel à un designer pour en fait les problématiques qu'il y a dans les illustrations, c'est que c'est de la 2D, et donc pour déterminer à quoi ressemble le personnage en 3D, c'est pas forcément évident pour un illustrateur, puisqu'il n'a pas forcément l'illustration, ça reste pour beaucoup de la 2D, donc c'est un langage. C'est pas pour autant qu'un dessin est bon ou mauvais parce qu'il n'a pas les bonnes proportions. Les bonnes proportions, c'est celles que l'artiste veut mettre dedans. Donc il arrive que certaines proportions soient complètement farfelues, entre guillemets, mais au final, c'est ce qui donne le style de l'artiste. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des déformations visuelles dans le visage d'un personnage. Il
travaille en 2D, ils s'en inquiètent pas parce que c'est ce qui permet de déterminer le style de l'artiste. En l'occurrence, quand il s'agit de faire un film en 3D et que l'artiste a un style qui est en 2D, avec des déformations, on ne reconnaît plus le personnage entre le moment où on le regarde de profil et le moment où on le regarde de face. Et donc la problématique qui m'a été confiée, c'est d'essayer de régler le problème et de trouver quelque chose qui permette de faire en sorte qu'en fait le personnage soit reconnaissable de profil, de face et de 3/4, malgré le fait qu'il y ait des déformations. Donc il a fallu prendre des partis pris, faire des choix au niveau visuel pour que le personnage puisse être modélisé en 3D. Et en l'occurrence, je me suis occupé de faire ce qu'on appelle des turnarounds. Donc en fait, c'est les personnages qu'on peut voir. Voilà, là je fais la face, le profil, et à la base il n'y avait qu'un profil. Il faut essayer de trouver comment interpréter au mieux la face et le profil. Donc là, après, il y a toute une planche, c'est une planche de recherche d'expression sur le héros. Il y en a des tonnes, évidemment, et c'est ce qui permet en fait à la suite dans le film de s'appuyer sur ces expressions faciales pour pouvoir donner vie au personnage. Il faut savoir que voilà, sur la mécanique du cœur, j'ai dû travailler 1 an, ce qui est déjà énorme pour une pré-production, et le film a été arrêté pendant presque 1 an. Et au bout du compte, ils ont réussi à redémarrer, d'ailleurs grâce à la Belgique, puisqu'en fait ils ont trouvé un studio en Belgique qui a décidé de reprendre, qui a permis en fait de reprendre la production. Et le film donc sort en février. Et je suis impatient de le voir parce que ça fait 3 ans que j'imaginais il y a 1 an que le film était arrêté, et en fait, apparemment c'est reparti, donc en février il sera sur les écrans. Donc voilà. Il me reste combien de temps? J'y vais? T'inquiète pas. Ouais, ok. Ah, c'est bon, c'est bon. Je vous montre des photos de vacances de Marseille. Méthode film, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça c'est non. Ça c'est des photos de vacances. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? 5 minutes. 5 minutes, il me reste? Alors, je vais vous montrer des choses que je fais en ce moment. Oui. Ah bah si vous avez des questions, de toute façon à tout moment vous pouvez intervenir. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, ils sont timides. Non. Je suis occupée à regarder. D'accord. À la fin on fera une petite session questions si vous en avez, et n'hésitez pas, je serai assis à ma place, sage comme une image, et vous pourrez venir me voir. Donc je vais vous présenter rapidement ZBrush. Alors je vais improviser aussi, hein, je vais aller dans mes projets. Il n'y a pas un truc pour tenir le micro? Non mais sinon tant pis, c'est pas grave, t'inquiète. Je vais ouvrir des personnages, je vais pas faire de modélisation en direct, ça prendrait trop de temps. Ça prendrait trop de temps, je vais aller ici. Hop. Alors, donc ZBrush, c'est le programme auquel je me suis intéressé il y a à peu près 5 ans. Ah non, fais pas ça. Oh là là, c'est incroyable. Bravo. Merci. C'est un beau petit titre. Alors, ça c'est un personnage que j'ai... Ah, celui-là il est pas beau. Donc, ça me permet de vous montrer. Oui, ça sera mieux. Assis-toi bien. Alors, je vais charger d'autres personnages. On va avoir un héros qui traîne par là. Ah, vous avez plus d'images. J'en profite pour charger des choses que je ne peux pas vous montrer. T'as mis les deux? Ah bon. Voilà. Et je vais charger encore un autre personnage, héros. Donc en fait, ce programme, je vais vous montrer un petit peu vite fait tout à l'heure comment ça fonctionne, mais je ne sais pas si vous voyez bien, je vais aller dans les documents, en noir, voilà. Donc ça c'est un personnage que j'ai designé pour un jeu vidéo sur lequel je travaille. En fait en ce moment j'ai donc monté ma boîte et je fais un jeu avec des avions. Et du coup j'ai voulu faire un pilote pour l'avion. Donc j'ai un pilote masculin et une pilote, un personnage féminin. Et là j'ai fait cette
cette modélisation sur ZBrush en partant à la base d'une sphère. Donc je suis parti de cette sphère-là. Et puis j'ai fini par, comme un sculpteur, par créer ce personnage. Et vous voyez qu'ici, il a une pose standard, c'est la pose qu'on appelle la pose T, ou qui me permet de faire ce qu'on appelle un turnaround en fait. Donc c'est-à-dire qu'on met déjà une attitude au niveau des tensions musculaires, mais par contre on fait une pose symétrique qui nous permet de travailler le design d'abord. Je peux vous zoomer sur certaines zones où on peut aller détailler les gants, les coutures, tout ce genre de choses. Et une fois qu'on a fini en fait de faire ce personnage, ça prend... là, celui-là, j'ai passé un peu plus de temps parce que j'ai essayé de redécouvrir le programme. Mais maintenant, en 1 heure, je peux faire un premier jet de personnage. Donc là, on n'aura pas le temps, je ne pourrais pas faire un personnage depuis une sphère. Mais l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait ce personnage, avec les différents outils qui sont à notre disposition, on a des brosses en fait qui nous permettent, comme un sculpteur, enfin mieux qu'un sculpteur, de dilater le maillage ou de le contracter. Pareil. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais en fait, j'ai cette pose, et puis à partir de ce personnage, je vais fusionner tous les éléments, et je vais pouvoir créer de nouvelles poses. Donc du coup, je vais pouvoir créer des attitudes de personnages et qui vont me servir à la fois pour la 2D. Je vais choisir un angle de vue, je vais le mettre de côté, ici par exemple. J'appuie sur Shift S, j'imprime en fait mon personnage sous un angle de vue, je l'imprime sous un autre angle de vue. Avec des positions, des posings. Et en fait, ces posings, je vais pouvoir les importer dans un programme pour les redessiner, les repeindre, les recolorer. Par exemple, là, je vais aller dans le document Export. Je vais faire 0,1 sur 0. Et je vais pouvoir le mettre. J'aurais pu aussi le mettre en couleur dans ZBrush, rajouter des textures et tout ça. En l'occurrence, là, le but, c'est juste de faire du design, donc de travailler sur la forme, la couleur, la valeur, la matière. Mais ces 4 éléments-là, je vais plutôt préférer les retravailler dans Photoshop. Je vais remplacer. Et ça va me permettre en fait de faire des artworks pour les vendre auprès des producteurs. Donc de faire des planches contact avec plusieurs positions, plusieurs expressions. J'aurais pu faire une autre position et du coup je vais beaucoup plus vite en termes de productivité que si j'avais à redessiner un personnage entier avec tous les effets de lumière. Là j'ai créé un document en fait sur le bureau. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. C'est le programme qu'on a présenté, Christophe a présenté hier, qui permet de faire de la retouche en 2D. Moi je me sers beaucoup en fait de la 3D comme d'un outil. Et d'ailleurs tous les programmes qui sont mis à notre disposition, Photoshop c'est aussi un outil. Ça met un peu de temps à zoomer. Allez Coco. Voilà, j'ai repris là. Et en fait, alors là j'ai une définition pas très bonne, mais j'aurais pu faire un export en haute def en fait. Et du coup, après je peux aller avec les brosses recoloriser le personnage. Je peux aussi le déformer, donc par exemple mon ordinateur se met à ramer. Je peux faire des déformations, ajuster les proportions. J'aurais pu le faire dans ZBrush aussi, mais j'aime bien le faire directement dans Photoshop. Donc il y a des outils qui permettent de déplacer des zones, on va pouvoir lui faire des épaules plus carrées. On peut faire plein de modifications dans Photoshop. Et là je l'ai rendu un peu plus costaud. Il y a plein d'outils dans Photoshop qui permettent de faire des modifications. Je pourrais aussi importer de la texture, comme on l'a vu avec Christophe hier, sur internet, appliquer une texture de peau de bras dans Photoshop ou dans ZBrush. Ça fonctionne de la même manière, sauf que l'avantage de ZBrush, c'est qu'on reste en 3D et ça nous permet de faire des changements de lumière. Par exemple, si je choisis un matériau, hop, je vais l'appliquer à l'objet, et si je vais dans les lumières, et bien en fait on peut voir que dans Photoshop je suis obligé de repeindre toutes les lumières. Je vais zoomer sur l'image, sur le perso pardon. Hop. Et
Dans Photoshop, je suis obligé de redessiner toutes les lumières. Là, l'avantage, c'est que je peux déjà placer une source lumineuse ou faire plusieurs exports avec les sources lumineuses variées. Et je vais pouvoir décider, par exemple, là, je fais une source lumineuse blanche, je l'exporte, tout le blanc, je vais pouvoir le transformer en lumière bleue dans Photoshop. Et puis après, je vais choisir une autre source lumineuse de l'autre côté et je vais la transformer en source lumineuse jaune dans Photoshop, en choisissant la couleur dans Photoshop. Donc l'avantage, c'est qu'on gagne un temps fou en termes de mise en scène, puisqu'on sait que sans lumière, il n'y a pas de mise en scène. Enfin, la mise en scène est moins puissante. Là, on va pouvoir aller très vite et faire rapidement des propositions diverses et variées. Ici, j'ai un autre personnage que j'avais commencé, qui était donc le personnage féminin. Pareil, c'était un pilote. Alors, c'est des robots, j'aime bien faire des gros robots. Et donc, là aussi, j'ai fait une attitude. Vous avez vu, là, ici, j'ai préparé un socle. Quand je vais pouvoir l'imprimer en 3D, grâce aux imprimantes 3D. Je vais changer la source de lumière. Et puis je peux rajouter ou enlever j'ai comme des calques comme dans Photoshop où je peux rajouter des formes, je peux faire des tests en fait. Et en général, quand je vous parlais tout à l'heure de la discussion avec le producteur qui est à côté de moi en train de regarder le design que je fais, je vais pouvoir sur ces modèles-là, grâce aux différentes brosses, comme dans Photoshop je vous l'ai montré, je vais pouvoir décaler, s'il ne rame pas trop, décaler les proportions. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, en fait, si on me dit on veut une bodybuildeuse, je vais lui faire des épaules beaucoup plus costauds. Si on veut changer la forme du casque, on peut tout à fait travailler en temps réel avec le producteur. Alors, je n'ai pas activé la symétrie. Le désavantage là, c'est que je ne suis pas sur un modèle où je vais pouvoir travailler la symétrie. Voilà. Il vaut mieux être sur un modèle en pose standard quand on fait du design, donc les bras, le long du corps, les jambes de manière sans attitude en fait, parce que ici, si je travaille sur ce modèle-là qui a déjà une attitude, je ne pourrais pas activer ce qu'on appelle la symétrie en fait, donc je ne pourrais pas faire de modification, il va falloir que je le fasse à l'œil. À l'époque de l'art égyptien, on était très surpris de voir que les Égyptiens arrivaient à faire des pharaons, des statues énormes, et puis que le visage était très symétrique parce qu'ils n'avaient pas cette broche. En réalité, ils avaient des techniques tout autres, ils utilisaient des ficelles, et du centre du visage, avec les ficelles, ils tendaient, pour retrouver les points de repère, ils tendaient la ficelle pour dire, voilà, l'œil ici à droite, il était comme ça, et ils allaient de l'autre côté, ils faisaient la même distance. C'était un peu l'équivalent du compas volumétrique chez les Égyptiens. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps autour de ça, donc pour ça je vous en parle. On partage. Si vous avez des questions, on partage. Et donc là, voilà, en symétrie, maintenant, j'ai plus besoin de ficelle. Directement en activant la symétrie, je vais pouvoir changer la forme de l'objet. Je vais pouvoir réajuster en temps réel si le producteur me dit, là en l'occurrence c'est moi le producteur sur ce projet. Donc si je me dis que finalement la forme du casque elle ne me plaît pas, je peux lui raboter la forme et ça va assez vite. J'ai un outil ici qui est un outil, voilà, je lui fais une tête de canard. Et j'ai un outil ici voilà, qui permet d'aplatir des zones en fait. Donc je vais faire ce qu'on appelle du sharp edge, ça c'est le langage américain, mais c'est des arêtes tendues en fait. Et je change complètement la forme du casque en très peu de temps. Et à la base j'étais parti d'un premier modèle, je vais pouvoir sauvegarder ce deuxième modèle et en faire une autre version en fait. Et si je veux rajouter des yeux, j'utilise des outils comme des primitives. Alors là, je rentre dans des trucs un peu complexes et je vais vous égarer. Ne vous endormez pas, il y en a pour 2 secondes. Je rajoute de la finition. Et donc là, par exemple, Le socle Wacom. c'est ça, le socle Wacom. Je mets plein pot. Et là, je vais aller créer ce qu'on appelle une couche alpha. Je rentre dans des trucs un peu complexes, mais je vais faire un graph log. Je crée en fait une zone, une espèce de masque. Et je vais aller sur le personnage. Voilà, je reviens à l'échelle. Je zoome sur sa tête. Et avec une brosse standard,
et une couche alpha, on va pouvoir faire. Donc j'ai été assez rapide pour faire la couche alpha, j'ai utilisé Infinitive. On va pouvoir faire sortir des zones sur le modèle. Je vais régler l'intensité de la profondeur en fait. Et là on voit que très rapidement, je peux mettre des petites cornes. J'en mets un peu trop là. Hop. Et je peux faire des zones. Là je le fais en additif, c'est-à-dire que je rajoute de la matière, mais je pourrais très bien aussi le faire en négatif. Alors là ça ne se voit pas, mais quand je vais tourner pour vous voir, j'enlève de la matière. Donc on utilise énormément de bases de données, de banques de données, où on rajoute en fait des couches alpha qui vont nous permettre de créer, si j'avais voulu, j'aurais pu importer une vis en 3D, faire une couche alpha et imprimer rapidement des vis sur le modèle. Là ici c'est ce que j'ai fait pour cette partie-là en fait. C'est un module de vis que j'ai fait et du coup très rapidement on peut faire sortir des zones, enlever des zones, en rajouter. Et après il y a énormément de brosses qui ont des effets spécifiques comme dans Photoshop, mais on le fait directement en 3D. Donc je pourrais très bien m'amuser à redessiner sur le modèle des zones. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et je vais pouvoir faire des textures et tout. C'est bientôt fini. Donc voilà. Une fois que j'ai terminé en fait mon modèle, je vais juste ajuster un peu la forme de tête parce que ça fait un peu bizarre. Ouais. Par exemple. J'aurais pu rajouter des yeux. Enfin voilà, ça permet de voir rapidement. Une fois que j'ai terminé ce modèle, je fais un posing où pour ça j'ai des systèmes qui sont mis en place par ZBrush pour pouvoir isoler des zones rapidement. Et puis j'ai des points de pivot qui sont faits automatiquement. Donc je vais pouvoir placer cette ligne par exemple. Et puis là les bras, je vais pouvoir lui dire de les rentrer, de les sortir par un pivot. Mais de changer la position rapidement en fait sur le personnage. Et une fois que j'ai mon posing, que j'en suis satisfait, comme celui-ci par exemple, je vais sortir une imprimante. Je vais exporter ce modèle-là sur une imprimante 3D et j'aurai mon petit personnage, plus toutes les illustrations que j'aurais faites dans Photoshop ou dans ZBrush pour présenter le projet, avec le petit texte qui présente bien. Et à la fin, je peux vous montrer, on a des projets avec certains designers, avec mes amis là, de Arthur et Minimoy, on a monté un collectif. Qui s'appelle Alchemy, et par exemple on présente des projets avec des mélanges de 2D et 3D. Donc là il y a plein d'illustrations sur un projet de science-fiction aussi. Et là c'est de la 3D, et là il y a du mélange de 2D et de 3 dimensions. Et c'est des illustrations qui permettent de montrer l'univers. Donc là en général on en fait des centaines et des centaines, des dérivés des modèles 3D qui ont été faits, un premier modèle qui est fait, puis on peut le changer. Ensuite on fait des compositions aussi, et vous voyez que cette composition qui est juste en noir et blanc, je l'ai repassée à un ami qui fait de la 2D et qui a fait la jaquette en fait avec. En fait il a fait ce modèle là par exemple, il l'a fait à partir d'un modèle 3D, c'est celui-ci. Et il l'a peint directement sur Photoshop. On aurait pu aussi le peindre directement sur ZBrush ou sur d'autres programmes. Et ça, c'est voilà, on fait des planches contact pour montrer en fait le projet et que le producteur puisse se projeter. En plus, on peut très bien prendre ce modèle, l'imprimer en 3D, arriver avec une figurine, et à la fin, le producteur dit oui ou non. Et voilà l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Ça, elle a servi. On est parti d'un modèle 3D et elle a servi à faire la couverture de ce qu'on appelle la bible graphique. Et c'est donc le principe, c'est l'outil qu'on utilise pour montrer au producteur, pour permettre au producteur de se projeter lui-même dans l'univers, soit l'univers qu'on a créé, soit l'univers que lui-même a créé. Et donc voilà, on a fait un tour très rapide, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, mais j'espère que ça vous a plu et que certains d'entre vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai assis à la place là-bas. Et je vous attendrai sage comme une image. Qui va être posée. Tu n'auras pas le temps de t'asseoir, tu n'auras pas le temps d'être sage.
Ouais. Le financement, comment ça va en fait pour tout ça? Alors, ça c'est une question très... Il y a énormément de... C'est une belle question. C'est une grande et belle question. On en parlait ce matin. Dans notre métier, c'est... Alors, souvent, au début de notre carrière, quand on commence, il y a des personnes qui ont des belles idées et qui cherchent des designers pour mettre sur papier leurs idées, en fait. Et au tout début de ma carrière, moi, ce que je cherchais, c'était des projets qui me plaisaient, dans un premier temps. Mais j'avais on a peu confiance en nous au départ, donc forcément quand on va voir le producteur, on espère que notre univers va lui plaire, parce qu'on a envie de participer au projet parce qu'il nous plaît, et en même temps on n'est pas forcément dans sa tête, donc on ne va pas faire ce qui nous plaît, et ça c'est une erreur, c'est l'erreur du débutant, mais ce qui plaît au producteur. En réalité, le producteur, il est aussi là avec ses idées en tête, mais on en parlait ce matin, donc justement de ce débat, c'est intéressant parce qu'en fait, il a son idée, mais on peut tout à fait envisager de partager les idées en fait, entre l'artiste et le producteur. Et d'ailleurs, c'est ce qui demande la plupart du temps. Et donc la plupart des designers débutants veulent juste sortir ce que le producteur a de la tête. Et le truc, c'est qu'ils s'égarent, et bien souvent, ça peut prendre du temps de réussir à convaincre ou d'être convaincu soi-même que ce que le producteur a dans la tête est bien clair. Donc la plupart du temps, je parle de producteur parce que malheureusement dans le monde dans lequel on vit maintenant, la production a une énorme influence sur le design. C'était pas le cas il y a 10 ans. Le réalisateur ou le producteur? Non, je te parle bien du producteur. Depuis Jurassic Park, tu as raison de le dire, et c'est pour ça que je faisais les guillemets. Le réalisateur n'a plus de pouvoir en fait, à part Luc Besson qui est producteur et réalisateur. Exactement. La plupart du temps, en fait, les producteurs sont devenus artistes. Les artistes sont devenus des producteurs pour un gage de liberté, en fait. C'est-à-dire qu'on décide de s'autofinancer, et puis si ça marche, on gagne en liberté. Si ça marche pas, on retournera d'autres producteurs. Mais en fait, depuis Jurassic Park, on voit souvent des films où il y a marqué par les producteurs de. En fait, ils ont une véritable influence, que ce soit la production ou le marketing, a une vraie influence sur le film. Parce qu'en fait, on est dans ce qu'on appelle du bankable, il faut faire du blockbuster, du gros film à gros budget. Et plus les budgets sont gros, moins on a de liberté artistique, en fait, puisque chaque corps de métier va influencer l'un et l'autre. Et je suis d'accord avec toi, dans l'absolu, le réalisateur devrait avoir le plein pouvoir sur son film. C'est rarement le cas, mais ça peut encore l'être. Ça dépend juste du positionnement du réalisateur. C'est vrai qu'un réalisateur à l'écoute, qui va partager avec un producteur, le producteur qui va adorer le travail du réalisateur laissera la liberté au réalisateur. Et c'est la même chose au niveau artistique pour un artiste, pour un designer. Un producteur qui apprécie le travail d'un designer, c'est la même chose. Soyons francs et honnêtes, il m'est arrivé d'être pris par un producteur parce qu'il aimait notre travail. On est venu le voir, on l'a rencontré, il nous a laissé les libertés, on a fait des propositions. Et il s'est avéré que ces propositions étaient ne correspondaient pas à ses attentes. Donc il nous a ramené dans quelque chose qui était plus en corrélation avec ce qu'il avait en tête. Au bout du compte, nous on a été déçus. Il y a eu une frustration en tant qu'artiste qui s'est mise en place. Et je me rends compte que c'est juste dû à une chose, c'est le positionnement qu'on avait vis-à-vis du producteur. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir un échange, mais la peur de donner son avis auprès du producteur a fait qu'on ne lui a pas dit, on pense que c'est une mauvaise piste. Ce qui s'est avéré, moi j'ai pris ça comme après un échec, mais qui m'a fait grandir, parce que 6 mois plus tard, le producteur est revenu en disant finalement on a manqué de créativité, ou j'ai pas pris les bonnes décisions. En réalité, il n'a pas pris les bonnes décisions parce qu'on ne l'a pas influencé. Parce qu'en fait, on aurait très bien pu trouver un accord, c'est-à-dire un arrangement, et surtout sans peur, partager notre avis. Et lui faire comprendre, en l'occurrence sur ce projet-là, on aurait très bien pu lui dire, écoute, d'après l'expérience d'une part qu'on a eue, mais aussi tout simplement le ressenti que tu as en tant qu'artiste, en fait, tu arrives et tu te dis, moi j'ai envie de faire ça et je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me guide vers ça. Si le producteur a fait appel à toi, c'est parce que tu as un talent, au fond, et de base, il est intéressé par ta façon d'appréhender les choses. Sinon, il aurait fait appel à quelqu'un d'autre. Donc dans le fond, il attend qu'on lui dégage des blocages en fait. Et donc voilà, la question est très grande, très longue, on pourra en parler pendant des heures, mais
le rapport entre le producteur et entre la demande et l'artiste, au bout d'un moment, ça finit par se débloquer. Et c'est vrai que moi maintenant, je choisis mes projets. Soit parce que je les développe moi-même, soit parce qu'en fait j'ai un dialogue avec quelqu'un et je me rends compte qu'en fait on a la même façon de voir. C'était pas le cas au départ, mais dans tous les cas, je pense qu'un jeune artiste en fait qui veut s'exprimer ou qui a envie de partager et il a juste à croire en lui et à faire ce qu'il a à faire et parce qu'il croira en lui, il arrivera à convaincre que son travail est pertinent. Pas forcément à cause de la technique, mais plus par rapport au fait que le design, pour moi j'ai un vrai rapport entre le design et la fonction, la forme et la fonction. Et en fait, à partir du moment où on fait quelque chose de fonctionnel, on arrive à l'argumenter en fait. On arrive à dire, il marche, il fonctionne. Et donc voilà, c'est toujours en rapport au positionnement qu'on a personnellement avec la personne qui est en face. Voilà, et là je vais couper puisqu'on me coupe la parole. C'est pas tout à fait ça. Non, donc c'est juste, je vais déjà annoncer l'atelier de dessin de Valérie Willem ici. Les plus jeunes peuvent aller s'initier au dessin avec Valérie, qui est là, elle lève la main, il me semble où tu es. Voilà, elle a des bics, elle a des marqueurs, etc. Il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a juste une dernière question qui a été posée par Jean-Denis ici. C'est comment encourager les gens à se lancer dans l'aventure, en fait, les plus jeunes. C'est un mot... c'est une super bonne question aussi. Moi, je me suis lancé dans l'aventure parce que j'ai un feu qui m'anime tout au fond. Et que je suis tout petit. Et après, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui vont avoir... On a tous une appréhension différente du design et on a tous des envies différentes. Moi, personnellement, ma partie préférée, comme je le disais, c'est la création. C'est un besoin que j'ai toujours eu. Donc, si vous ressentez ce besoin et que vous avez envie de faire de la création, il faut continuer, il faut foncer, il faut persévérer. On me dit souvent, ouais mais t'as de la chance, t'as du talent. J'ai probablement du talent, mais le truc le plus important, c'est la passion. La passion va alimenter le talent et énormément de travail. Donc il n'y a pas de secret, je vous montrerai pas mes dessins quand j'avais 12 ans, mais ils n'avaient pas il n'y avait pas la moitié de ce que je fais maintenant. C'est une évolution, c'est une transformation, donc si vous avez un feu et que vous avez envie de vous lancer là-dedans, il faut y croire, il faut foncer et surtout il faut persévérer. Et c'est de toute façon que ça plaise ou pas à l'autre, faites-le parce que vous aimez ce que vous faites, faites-le pas pour plaire à l'autre, faites-le juste pour vous. Aimez ce que vous faites pour aimer ce que vous faites, n'aimez pas pour avoir un retour de quelqu'un d'autre qui va vous dire c'est bien ou pas bien, parce qu'en fait ça ne correspond que à votre propre façon d'appréhender votre travail. Et je connais des designers qui ne sont pas forcément des grands techniciens, qui n'ont pas forcément le trait juste, mais par contre ils ont une véritable... le design qu'ils auront fait est totalement pertinent, parce qu'en réalité la création, je peux en parler aussi pendant des heures de la création, mais la création, ça correspond à partir du moment où on crée, on sait que on donne existence à l'univers qu'on a en tête. Et donc, plus on va rentrer dans le détail, plus il sera pertinent. Plus on va se projeter dans cet univers, plus on lui donnera existence. Et plus l'univers sera complet, moins on sera piégé dans des questions du genre ok, mais dans ton univers, par exemple, il n'y a pas de personnage auquel on peut s'identifier parce que c'est tous des animaux. Là, on peut lui dire est-ce que vous avez lu les fables de La Fontaine, par exemple? Alors qu'à la base, on pourrait se dire oh mince, il a raison, je suis un humain. Zut, il faut que je mette un humain dans mon univers. Mais non, là, en fait, vous êtes fait piéger par le producteur. C'est pas un mauvais piège, mais il met une question à laquelle vous n'avez pas réfléchi. Et quand vous créez, il faut juste se projeter, et plus vous vous projetez, plus les réponses viendront d'elles-mêmes, et donc moins vous douterez. Quand on doute, on fait un trait, et à chaque trait, on se pose la question, est-ce que c'est le bon, quoi. C'est toujours un rapport au choix, en fait. Donc voilà, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de faire ce qu'on aime, d'aller au bout des choses, et à partir du moment où vous faites ce que vous aimez, vous pouvez que vous donner les chances de vous transformer par rapport à ce que vous avez fait, et d'évoluer de toute façon, que ça plaise ou pas aux autres, c'est pas important, c'est vous, il faut que ça vous réponde à vous, quoi, que ça sonne en vous. Donc voilà.
Merci. Je vais tout de suite passer la parole justement à Valérie. Je vais la présenter pour les ateliers, mais elle a un tableau de compétences, donc elle va un peu se présenter et parler un peu de son métier aussi, de ses choix. Voilà, je lui cède la parole. Valérie. Bonjour. Bon, moi je ne vais pas la faire longue parce que je me suis cassé le coude il y a un mois et que j'ai pas vraiment su préparer. Enfin, j'étais mieux avec mon ordinateur, j'avais du support dedans, mais bon, comme c'est un grand écran, c'est un peu difficile de discuter avec les gens et d'être derrière son grand écran. Alors, moi, pour ma part, je travaille dans le dessin animé en couleur. Donc, c'est un petit peu la suite de Christophe. Et voilà, ça fait 15-16 ans que je suis dans le dessin animé. Et contrairement à Christophe, en Belgique, il n'y avait pas de... comment ça s'appelle encore intermittence du spectacle, quand j'ai commencé. Donc j'ai fait mes études à Saint-Luc-Liège en illustration bande dessinée. Et bon, en y entrant, j'ai voulu travailler dans le dessin animé, mais en fait le projet qu'il y avait, c'était des projets d'étudiants et il n'y avait pas de section en animation. Donc j'ai fait mes 3 années. Et après j'ai cherché du boulot dans le dessin animé, mais forcément pas. C'est une discipline bien spéciale et ça a été difficile de trouver du travail. Alors je suis arrivée dans le Luxembourg parce que dans le Luxembourg on pouvait travailler comme coloriste, comme salarié. Donc j'ai pas de décor parce que comme je suis allée au studio depuis un petit temps, c'est quelqu'un qui m'a préparé des décors. Et alors, voilà, il y a des décors couleurs là-bas. C'est pas ceux que moi j'ai fait, c'est une que, voilà, la personne du studio me les a. Mais on travaille tous sur les mêmes. Voilà, on fait tous un peu le même genre d'univers. Donc, c'est créer des ambiances, c'est mettre les couleurs. Pour ma part, j'ai commencé dans des séries comme. J'ai commencé aussi traditionnelles, avec les pinceaux, les pots de gouache. Et puis, on est passé à l'ordinateur. Donc Photoshop et voilà. Donc j'ai travaillé dans des séries comme Charlotte aux fraises, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. La première que j'ai commencé c'était Sonic, le hérisson. Voilà, c'était au feutre, certains, au feutre, en et gouache. Et puis il y a eu Sabrina la petite sorcière, voilà, ça c'est des séries par lesquelles j'ai commencé pour finir maintenant à la couleur, des références couleurs pour Le Petit Prince. Je ne sais pas si ça passe pour le moment. Donc Le Petit Prince qu'ils ont adapté en 3D à la Fabrique d'Images. Et voilà, il y a plein d'autres projets, des projets personnels de la Fabrique. Donc ce sont des projets qui sont issus du studio, avec les idées du studio et le design qui vient du studio. Et puis il y a d'autres choses en coproduction comme le Petit Prince ou Chaplin, ou des choses très différentes comme Nelly et César, qui est plus un univers pour les tout petits. J'ai mis des toutes petites plaquettes là-bas pour essayer de voir un petit peu les différences qu'il y a dans l'univers du décor. Donc c'est la couleur, c'est encore un secteur, je pense, à part. Il y a eu la préparation par exemple, mais j'ai fait avec ce que j'avais à la maison, une imprimante à 4. J'aurais dû amener, j'avais tout vendredi et je pensais pas que j'allais passer là à expliquer. Mais il y a une toute petite fiche et si vous avez des questions aussi au niveau de la couleur, on ne sait jamais, je peux vous expliquer des choses. Voilà, avec parce qu'il y a des décors où on fait des plans généraux, puis on fait des plans rapprochés, donc voilà, il y a des tas aussi de données techniques. Voilà, et alors, ce que j'ai mis là, c'est sur le côté, c'est le dessin animé, c'est une chose, mais au bout d'un moment, travailler sur toujours les productions des autres, on est parfois un petit peu. Moi, pour ma part, j'étais frustrée, j'avais envie de dessiner un petit peu, et donc je me suis lancée dans l'illustration jeunesse. Et voilà, ce que j'ai mis là, c'est l'illustration jeunesse, et dans le book, il y a des choses à voir en illustration jeunesse, mais également des décors sur lesquels, le genre de décors sur lesquels je peux travailler au studio. Voilà. Merci. Donc voilà, maintenant, Valérie va rejoindre sa table. Et si les enfants veulent participer, apprendre un peu le dessin, allez-y, quoi. C'est disponible, tous les marqueurs sont là. Merci.
Bah oui, je suis en train de vivre. Ok. Bah, après 6 heures, ça va? Ok. Bisous. Souris, ma frère. Ok, ciao, ciao. Ça va? Ciao, ciao. USB, tu vois? Si, mais je vais faire le reste. Peut-être mettre en midi, ça. C'est sur le GSM, ça.